Eh bien, on va démarrer cette première session qui est dédiée à comprendre de quoi on parle, à comprendre les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux et les enjeux politiques. Et donc, Aurélie est sur le point d'arriver. Mais non, on démarre, elle arrivera pendant d'ici quelques minutes. Donc, on va commencer par d'abord de quoi on parle. Et c'est Philippe Muller qui va présenter ceci. Philippe est un de mes collègues, hein, on travaille dans la même équipe au sein de l'IRIT. Il est professeur d'intelligence artificielle et d'informatique, pardon, et il travaille en traitement automatique des langues et il est aussi dans Anity, donc le gros centre d'IA de Toulouse. Voilà. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Donc pour moi, pour répondre à la demande, effectivement, j'ai essayé de commencer à présenter quelques aspects des fonctionnements des modèles, notamment des modèles de langage, en essayant de pointer sur quels sont les endroits où effectivement ça soulève des questions en aval sur leur utilisation. En fait. Donc comme c'est assez rapide, j'espère que c'est quand même compréhensible, mais il y aura peut-être des questions pour compléter. Donc là, on peut enchaîner. Alors, donc juste déjà pour poser un peu le cadre, c'est vrai que personnellement, je trouve que le terme IA générative, c'est un peu restrictif, dans le sens où une partie des problèmes dont on veut discuter aujourd'hui, en fait, peuvent être étendus à pas mal de systèmes d'IA. Je vais pas aussi vite que ça. Et en fait, j'ai fait un schéma qui va réapparaître, mais l'IA générative, c'est en fait une partie. Alors, la surface des carrés n'est pas représentative, hein, mais l'IA générative, c'est une partie de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Enfin, disons que c'est un ensemble de techniques qu'on appelle l'apprentissage automatique, et notamment l'apprentissage supervisé. Alors, ce qui est important, je vais expliquer un peu ce que c'est, mais c'est important parce que tous les systèmes qui sont sur ce principe d'apprentissage supervisé vont avoir quelques soucis communs avec des choses qui posent problème aussi avec les approches génératives. Donc donc rapidement, l'apprentissage supervisé, c'est juste qu'on a un système, on entraîne à partir d'exemples à se modifier pour qu'il réponde correctement aux exemples qu'on lui a montrés. Et on espère que si on s'y prend bien, il pourra généraliser à des choses qu'il n'a pas déjà vues. Alors, un exemple typique n'est pas de l'IAG, on est surveillé un peu tous les jours quand on est sur des sites web. Donc, à partir des traces de ce qu'on fait, c'est clair qu'il y a des modèles qui s'entraînent pour essayer de prédire quelle va être la suite de nos actions sur Internet. Ça, c'est un exemple d'apprentissage supervisé. Ça nécessite d'avoir des données prises quelque part, où on a à la fois, en quelque sorte, la question et la réponse, et on peut entraîner un système, un peu comme un étudiant, hein, à répéter un peu le même comportement. En fait, ça fonctionne par le fait qu'on pense qu'il y a des corrélations entre ce qu'on observe et ce qu'on prédit. Et ces associations typiques vont pouvoir être la base de quelque chose qui est généralisé avec des erreurs parce que c'est statistique. Les modèles de langue, c'est un exemple de ça, avec une petite différence, c'est qu'au lieu de juste prédire une décision, on peut prédire plusieurs choses en suivant. Alors des exemples de systèmes plus anciens sur ce principe, c'est on fait de la traduction automatique. On a en entrée, on a une suite de mots, et en sortie, le système doit prédire une suite de mots. Un modèle génératif, c'est un peu la même chose. En entrée, il a une suite de mots, et en sortie, il doit continuer le texte. Sauf que les systèmes, en fait, sont à 99% sont réduits au fait de j'ai une suite de mots et je dois prédire quel est le mot le plus probable qui va arriver après. Et ensuite, si on veut générer plus de mots, on recommence. On met ce que le système a déjà prédit. On lui dit, tu as le début, tu as le premier mot que tu as prédit. Maintenant, à partir de ça, prédis-moi le deuxième. J'insiste un peu là-dessus parce que faut réaliser à quel point à chaque étape, les simplifications qui sont faites, parce que ça va avoir un impact sur les limites.
Et alors juste pourquoi ça marche, un petit test. Alors c'est pas un modèle génératif là, mais si on cache un mot dans un ensemble de phrases et que si je vous dis que c'est le même mot dans chaque cas, ou en tant que modèle de langue, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus probable ici? On va faire un sondage, mais c'est tout le monde. Je pense que vous avez tous au moins des hypothèses, des idées. On peut vérifier si vous avez. Oui, vas-y. Ouais. Donc ici, c'est un extrait, des extraits de phrases où j'ai caché le mot science. En fait, c'est un peu le même principe qui est à la base de ces modèles. Notre cerveau, il a appris beaucoup d'associations quand on utilise le langage pour communiquer. Et à partir de ces associations, on est capable d'anticiper en quelque sorte ce qui va arriver, ou en tout cas, si on cache une partie, on est capable de retrouver ce qui. C'est exactement le principe de l'entraînement. Non, c'est bon. Et donc, les modèles, ils sont entraînés un peu sur quelque chose de ce type-là. On prend des bouts de phrases, on cache la fin de la phrase, on dit c'est quoi le mot d'après. Si on a une phrase, on va prendre les positions et ça nous fait plein d'exemples pour entraîner. Alors, juste avant, ce qui est important, non, je veux dire, juste avant que tu changes, pardon. Ce qui est important aussi, c'est que le modèle, en fait, quand je dis prédit un mot, en vrai, il a un ensemble de possibilités. Et prédire, ça veut dire qu'il va donner un score à chacune des possibilités. Donc, quand il faut continuer, il va donner un score à chaque mot. Alors, on va normaliser le score à un moment pour dire que c'est une probabilité entre 0 et 1, mais il va choisir un seul mot. Ouais, continuer. Alors, pour remettre un peu aussi de contexte, les modèles actuels de chatbot, par exemple, c'est un petit peu arrivé par accident. Enfin, par accident, c'est un peu exagéré, mais ces modèles de langue, au départ, étaient utilisés sur des choses assez spécialisées. Il y a déjà des précurseurs dans les années 70 pour la reconnaissance de la parole. Le but, c'est que si on est capable de dire c'est quoi la phrase la plus probable, ça aide un système à deviner ce qu'on vient de dire, ou ça aide la traduction automatique pour dire entre plusieurs solutions, celle-ci est plus naturelle que celle-là. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit en améliorant un peu les modèles, on s'est dit, en fait, on pourrait se servir de ce que construit le modèle pour arriver à faire ça pour d'autres tâches. D'autres tâches, ça va être de dire, OK, on va s'en servir pour la traduction automatique, pour plein de tâches spécifiques, dont certaines sont des tâches de génération, pas toutes, comme le résumé ou la traduction automatique. Et puis, il y a eu un moment où les gens ont grossi les modèles pour améliorer juste ces tâches-là séparément. On commençait à réaliser qu'ils pouvaient juste mettre dans le texte à compléter une sorte de description de la tâche. Au lieu d'entraîner un modèle à faire du résumé, on l'a entraîné à prédire des bouts de phrases. Et après, on lui dit de compléter, traduis-moi cette phrase. Et il se trouve que ça commençait à bien marcher. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle le prompting qui arrive maintenant. Mais ça, d'une certaine façon, c'est un peu arrivé par accident. Et d'ailleurs, les premiers papiers qui étaient là-dessus n'ont pas forcément suscité beaucoup d'intérêt au début. Et là-dessus, OpenAI, qui est donc une des compagnies très présentes là-dessus, a rajouté juste un petit truc, c'est qu'ils ont dit, on va faire un chatbot et il va juste compléter en mettant bout à bout ce qu'on dit au début à un utilisateur et on complète avec ce que dit l'utilisateur et on dit de compléter la suite, etc. Donc, c'est quelque chose de très, très élémentaire finalement. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas forcément plus que ça au départ que de dire, OK, l'utilisateur dit un truc, on rajoute un bout de génération en espérant que ça se passe bien et après, on redonne la main. Ouais, il y a un peu des détails. Et alors, en faisant ça, les premiers systèmes, par contre, dès qu'on met un système face à un ordinateur, généralement, l'utilisateur trouve des choses qu'on n'avait pas prévues, un peu désagréables. Et comme les gens posaient régulièrement des questions soit gênantes, soit carrément sur des choses un peu illégales, il y a une sorte de garde-fou ou de tentative de garde-fou qui est rajoutée sur ces systèmes, qui est de continuer à l'entraîner en lui donnant des choix possibles et à l'entraînant à lui dire qu'est-ce qui est le plus sage, on va dire, en quelque sorte. Donc là, c'est un exemple. Si on a des paires où il y a un utilisateur qui dit c'est quoi la meilleure heure pour cambrioler un magasin, je crois. Et donc, on a deux paires de réponses. Soit je ne peux pas répondre à ça, soit je réponds exactement comment aider le cambrioleur.
et on entraîne le modèle à choisir, enfin, on lui dit, on l'entraîne à prédire quelle est la meilleure réponse, entre guillemets, qui est la deuxième, hein, bien sûr. Et voilà. Donc, c'est une façon de transmettre, entre guillemets, des valeurs un petit peu méta au comportement du système pour dépasser ce côté de j'envoie un mot de plus, un mot de plus, un mot de plus. C'est un premier endroit où il y a des problèmes aussi. Clairement, c'est à cet endroit qu'en quelque sorte, on biaise les modèles vers certaines valeurs, alors qui peuvent être défendables, mais il peut se passer plein de choses. Et alors, un truc dont je voulais un petit peu parler, bon, je ne sais pas qu'il me reste trop de temps, mais si, c'est ça. Non, c'est ça. Je ne sais pas trop, j'en suis dans le temps. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes de biaisage de ces systèmes-là, justement parce que c'est des systèmes d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'ils dépendent complètement pour leur comportement de ce qu'on leur a montré comme exemple. Là, j'ai juste pris un exemple parce que c'est public, pour les données, la langue utilisée dans les textes qui sont recueillis en ligne, qui servent souvent de point de départ pour des corpus d'entraînement pour ces modèles-là. Donc typiquement, Common Crawl, c'est une source, c'est pas la seule, mais c'est une source commune. Mais eux, ils publient, ils ont plein de statistiques sur ce qu'ils récoltent en fait. Et ce qu'on voit, c'est que très souvent, bon, c'est pas une surprise, l'immense majorité de ce qui est collecté déjà, c'est en anglais. Alors, on voit pas très bien, mais je pense que graphiquement, c'est assez parlant. Et ça, c'est assez général à tous les gros volumes de données qui sont utilisés pour entraîner ces modèles de langue. Donc, il y a aussi un biais vers, non seulement, on peut imaginer vers les langues, mais aussi vers tout ce qui est représenté dans ces données-là en termes de, en termes linguistiques, culturels et de ce qui est décrit. Donc, il y a un gros biais de représentativité de ce qu'il y a dans les données. Et alors, voilà, ça, on est à la fin, c'est pas mal. Voilà. Et donc, pour résumer un petit peu, bon, ça a été un peu vite, mais la façon dont sont construits ces modèles, ça induit un certain nombre de problèmes. J'ai déjà parlé du biais, mais le fait de la complexité aussi de ce système et qu'en fait, le principe de base est très simple. C'est-à-dire que pour arriver à un comportement assez complexe, il faut des gros modèles, beaucoup d'entraînement, et il y a beaucoup d'étapes où ça peut mal se passer, en fait. Donc, d'une part, on ne comprend pas bien comment fonctionnent ces modèles, on n'est pas forcément complètement capable d'expliquer leur comportement. Et par ailleurs, ça fait qu'il y a plein de failles qui sont liées à ça, du fait du manque de compréhension et du manque de contrôle qu'on a sur le résultat. Voilà. Et enfin, bien sûr, il y a un gros problème du fait que ces modèles sont généralement gigantesques et impliquent beaucoup de calculs. Et ça, c'est plutôt Aurélie qui vient juste d'arriver, qui va en parler. Donc, voilà. La fin, c'est juste une conclusion. Et je crois que je suis... Merci. On va prendre juste 2 ou 3 questions, pas plus, de clarification s'il y en a. Et sinon, on fera les questions plus générales à la fin. Donc, une petite question juste sur ce graphe-là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas la Chine présente? Ah ouais? Je suis étonné que la Chine n'y soit pas alors qu'ils sont très actifs. Oui, il y est. Hein, c'est juste que le code pour le mandarin, c'est, alors je ne vais pas essayer de le prononcer, mais c'est ZHO. Bien, merci. Et donc, on va passer à la seconde intervention de Aurélie Bugeaud. Je gère à la fois les deux choses. Et... Oh non, pourquoi c'est là? C'est pas ça. Excuse-moi.
sera mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélie, qui est professeure à l'Université de Bordeaux et qui donc travaille sur les impacts de l'IA et qui a fondé avec Anne-Laure Ligoza l'Observatoire de l'IA. Donc merci, je viens d'arriver, donc j'ai un peu raté ce qui s'est passé au début, donc je m'excuse si le tout début il y a un peu des redites parce que j'ai pas entendu ce qu'il y a eu. Je préfère si c'est possible. Donc effectivement, je vais vous parler d'IA, d'énergie et d'impacts environnementaux en allant assez vite. Donc je vais faire vite, mais juste quand même pour préciser. Donc là, la journée elle est centrée sur l'IA générative, mais l'IA générative c'est inclus dans l'apprentissage profond, dans l'apprentissage automatique et du numérique plus généralement. Puis il y a d'autres problèmes qui arrivent là en termes d'impact environnemental qui est non négligeable aussi, ce qui est autour de l'IA agentique. Donc voilà, c'est important parce que quand on parle d'impact environnementaux, séparer tout ça, c'est très compliqué en fait. Donc c'est plus facile d'étudier les impacts du numérique que les impacts spécifiques de l'IA au niveau mondial. Donc pourquoi on fait le focus sur l'IA générative ? Bon, parce qu'il y a une adoption rapide et une croissance très rapide de l'utilisation. Donc, quelques chiffres sur aujourd'hui. Donc, le mois dernier, les chiffres pour avril, c'est de 700 millions d'utilisateurs de ChatGPT par jour. C'est 5 milliards de chatgpt.com en avril. Et puis, 73 000 vidéos publiques sur le site sora.chatgpt par qui est arrêté. D'ailleurs, le service, ils ont décidé de l'arrêter parce que c'est non soutenable pour eux. Enfin, ça leur coûte trop cher et en termes d'impact environnemental, c'est pas terrible non plus. Consommation énergétique. Donc, et puis sur d'autres sites de génération de vidéos comme iGen.com par exemple, c'est 300 000 vidéos depuis leur création. Donc c'est voilà, un usage très important. Et les différents services qui sont proposés par toutes ces IA génératives sont permises par des modèles de plus en plus gros. Donc en haut, vous avez la croissance en termes de quantité de calcul des différents modèles. Hein. Donc vous voyez un petit peu donc c'est une échelle logarithmique, donc c'est vraiment une croissance exponentielle à 4 fois. Les modèles grossissent 4 fois par an à peu près. Et puis en bas, c'est la courbe sur la puissance nécessaire pour entraîner les modèles. Et on voit là aussi que la puissance nécessaire, elle est très fortement croissante. Donc, comme je disais, c'est difficile de séparer les impacts IA et numérique. Donc, je vais parler pas mal de numérique quand même. Donc, le numérique, en termes d'impacts environnementaux, c'est 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Alors, c'est la référence qu'on utilise un petit peu. C'est très compliqué de savoir précisément, mais bon, voilà. Juste pour dire que c'est à peu près du même ordre de grandeur que de l'aviation. En France, en 2022, c'est 4% à peu près des émissions, 10% de la consommation électrique. Donc ça, c'est avant la construction de tous les centres de données qui sont prévus actuellement. On produit, un Européen moyen produit environ 18 kg de déchets électroniques et électrotechniques par an. Donc ça inclut tous les objets électroniques. On n'a pas de chips vraiment bien séparés sur les appareils numériques en tant que tels. Donc là encore, des fortes croissances. Et puis tout ça, ça entraîne entre autres plein de choses, mais aussi de la déplétion de ressources minérales, une consommation d'eau, des pollutions environnementales, qui inclut aussi des problématiques, des conflits locaux et puis des enjeux géopolitiques. Alors pourquoi on a tous ces impacts environnementaux au numérique? C'est lié à sa matérialité. Donc la matérialité le numérique, il n'y a rien d'immatériel, tout est matériel. Donc il est séparé en général en 3 tiers. On parle d'un premier tiers qui est les terminaux utilisateurs, tout ce qui nous permet notamment d'aller sur Internet ou de traiter des données localement. Il y a aussi les capteurs pour récupérer des données, etc. Il y a la partie centre de données, qui est celle dont on entend le plus parler en ce moment, pour les questions énergétiques en tout cas. Et au milieu, il y a la partie réseau. Et les réseaux, c'est des millions de câbles terrestres et sous-marins pour faire transiter les données. Et donc, pour chacun de ces équipements a son propre cycle de vie, de l'extraction des ressources, leur fabrication, l'utilisation et puis après la fin de vie. Et pour chacune des étapes, on utilise des minerais, de l'eau, des énergies fossiles, etc. Et il y a des rejets dans l'air, dans le sol,
et dans l'eau, donc de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre notamment. Donc en France, juste pour faire un petit point sur là où on en est à peu près de la place de ces 3/3 en France, les chiffres vus récemment par l'ADEME-ARCEP parlent d'environ 50% des émissions. Donc là, on parle vraiment que des packs carbone. Hein. Donc 50% seraient liés aux terminaux, 46 au centre de données et 4% au réseau. Ce qui pourrait évoluer quand même dans les années à venir. Alors, dans l'IA, cette matérialité, elle est présente pareil dans tout le cycle de vie d'une IA. Donc, pour faire une IA, hein, il faut financer le projet, le définir, il faut acquérir, annoter des données, traiter ces données, entraîner les modèles, faire les requêtes, le déploiement, enfin faire des inférences de déploiement du modèle. Et puis après, il y a la fin de vie. Et à plein d'endroits, on a besoin de stocker les modèles ou stocker les données. Et donc, chacune de ces étapes nécessite un certain nombre d'équipements, que ce soit donc des terminaux, des ordinateurs, des smartphones, des capteurs, des serveurs de stockage, des serveurs de calcul, et puis du réseau pour faire transiter les nombreuses données. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les impacts environnementaux liés à cette chaîne, en fait, hein. Donc déjà, au tout départ, les recherches, elles portaient principalement sur la partie entraînement. Maintenant, on a des choses sur la partie requête, déploiement, inférence, un petit peu. On commence à avoir des choses. Par contre, on a très peu de choses sur la partie données, aujourd'hui liées à l'IA. Et puis, en fait, les terminaux, on a très peu de données aussi, mais on sait que ça favorise l'obsolescence, le renouvellement et l'empilement d'équipements, mais on a assez peu de données aujourd'hui qui nous permettent de dire combien, quel taux, voilà, qu'est-ce que ça implique exactement. On sait que les cartes graphiques nécessaires au fonctionnement des systèmes d'IA, au gros calcul, ont une empreinte de fabrication plus importante que les précédentes cartes graphiques, etc. Et après, sur le réseau, on n'a pas non plus de données spécifiques à l'IA sur les impacts liés à l'IA sur le réseau, mais on sait que ça fait une pression supplémentaire. On a plus de données qui transitent, donc possiblement on aura besoin à un moment donné, mais pour l'instant, a priori, on n'y est pas. Enfin, on a de la marge, hein, sur le réseau, mais on pourrait arriver à un moment donné, imaginer qu'on pourrait devoir multiplier les équipements pour faire transiter les données. Et par contre, ce qu'on a, c'est les centres de données qui, eux, sont quand même assez documentés sur les impacts. Donc, je vais parler là, centres de données maintenant, sur ce qu'on sait aujourd'hui au niveau mondial, d'abord sur les centres de données. Donc là, d'abord, en termes de consommation électrique, donc il y a une forte, donc ça, c'est vraiment des chiffres qui viennent de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, on voit ici des fortes croissances de consommation électrique. En fait, pendant longtemps, le discours, il a été, jusque vers 2020, il a été tout va bien avec l'efficacité énergétique, on améliore l'efficacité énergétique de nos centres de données, des équipements, donc on est tranquille, ça reste à 200 TWh à peu près pour les centres de données, tout va bien, pas de souci sur les centres de données, c'est maîtrisé. Et ben, il y a eu le boom de l'IA et là, on voit que le discours, il tient plus et que on a maintenant une croissance très importante qui va continuer. Et vous avez à droite les centres de données déjà installés et ceux qui sont prévus. Et encore, il faudrait le mettre à jour en continu, en fait, en tête ce graphique, mais bon. Je vous ai mis à peu près 1 gigawatt, c'est à peu près une centrale, un réacteur nucléaire. C'est à peu près. En termes d'émissions de CO2, du coup, alors, pareil, il y a beaucoup d'incertitudes sur tous ces chiffres, il y a beaucoup d'incertitudes, ça évolue très vite, mais on pourrait être en 2030 à 2 fois à peu près les émissions de la France pour le secteur centre de données, voire plus dans certains scénarios d'accélération encore du déploiement. Et en fait, la problématique derrière, c'est qu'en plus, aujourd'hui, le développement de nombreux centres de données, notamment aux États-Unis, mais pas que, entraîne une dépendance accrue aux infrastructures fossiles et la réouverture d'infra liées aux énergies fossiles. Donc en 2024, on dit qu'environ 50% de l'énergie pour alimenter les centres de données était d'origine fossile. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un recours très fort au gaz naturel, avec notamment des centres de données qui s'installent hors grille, c'est-à-dire hors du système électrique classique, avec leur propre
générateurs à gaz. Donc, il y a des objectifs de décarbonation très forts du secteur, donc utilisation d'électricité bas carbone, de la géothermie, du nucléaire ou les petits réacteurs. Mais ça, c'est beaucoup de promesses qui sont encore aujourd'hui pas encore complètement démontrées leur faisabilité pour tous les centres de données dans un horizon pas si lointain. Un horizon pas si lointain, c'est encore des belles promesses. Donc, c'est tous ces centres de données qui sont en train de se développer un peu partout dans le monde pour l'IA emmènent aussi un autre problème qui est leur forte concentration. Donc, ils sont souvent regroupés un peu dans les mêmes endroits. Donc, il y a eu des soucis en Irlande où il y a dû avoir un moratoire, par exemple. Et puis, voilà, dans certains États comme en Virginie, aux États-Unis, où ça représente 25% de la consommation électrique de l'État. Donc, il y a une tension sur le réseau électrique, ce qui veut dire que forcément, peut y avoir des concurrences d'usage qui montrent un petit peu d'arbitrage aujourd'hui. Donc, il faudrait mettre un peu des arbitrages. Donc en France, où est-ce qu'on en est en France? Là, vous avez une super carte qui est faite par Hublot, une entreprise Hublot, avec du coup en bleu les centres de données actuels. Donc la taille des cercles, c'est leur puissance demandée, et en orange, c'est les projets. Voilà, ça donne une petite idée vers là où on va. Et à gauche, vous avez en fait une image qui vient du bilan électrique de RTE, donc le réseau de transport d'électricité, qui montre en fait les demandes de nouveaux raccordements au réseau électrique. Et donc vous avez, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir les couleurs bleu et violet, mais vous avez en bleu foncé, c'est les centres de données, en violet c'est hydrogène et dérivés, et en rose c'est les grandes industries. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que en fait, les centres de données sont en train de prendre une part très importante dans les demandes de nouveaux raccordements, bien plus que les industries qui devraient possiblement s'électrifier et donc rejoindre le réseau, demander des raccordements plus forts. Et vite. Je voulais juste vous dire quand même que, donc ça c'était pour un peu la vue globale sur les centres de données. En fait, ça pose un problème aussi très ouvertement dans la neutralité carbone des grosses entreprises. Donc, vous pouvez regarder les rapports environnementaux des grosses entreprises. Là, il y a une phrase qui vient de celui de Google, mais c'est valable. On retrouve ça à peu près dans toutes les grosses entreprises qui disent que l'IA, ça amène des gros challenges pour leur neutralité carbone qui était prévue pour 2030, etc., pour à peu près tous les gros groupes. Et que la conso élec, vous avez les graphes en bas des consos électriques de ces grosses entreprises qui est en train d'exploser. Et c'est principalement dû au centre de données. Je vous ai mis un petit graphe sur l'eau, mais je ne vais pas trop focaliser sur l'eau aujourd'hui. Mais on voit aussi que la conso d'eau pour le refroidissement des centres de données aussi est en croissance aussi pour ces entreprises. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas un problème important, c'est que j'ai dû faire des choix et que voilà. Peut-être avant de conclure, un petit point sur l'impact individuel et l'impact d'une requête. Donc, il y a pas mal de méthodes et d'outils maintenant qui existent pour regarder l'impact d'une requête à une IA. Voilà, donc par exemple, Ecologist ou Green Algorithm. Ils peuvent permettre, ces outils-là ont l'avantage d'exister, de permettre de se rendre compte à titre individuel, mon usage de l'IA, c'est tel, voilà, c'est temps, etc. Mais je voudrais quand même faire un petit point d'attention sur ces outils. Attention à quoi ça sert. Si c'est pour guider des politiques publiques, ce n'est pas forcément toujours la bonne idée d'aller chercher ces outils-là. Je pourrais en parler plus tard s'il y en a que ça intéresse, ça dépose, mais bon, voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça tend à minimiser les impacts réels. Ça ne représente vraiment pas une réalité physique. Donc, c'est vraiment pour donner des ordres de grandeur, pour sensibiliser. Mais on ne peut pas se dire que ça représente vraiment des chiffres réels de consommation des IA. Et ça ne considère clairement pas les spécificités locales des centres de données, parce que là, je vous ai donné des chiffres au niveau mondial, mais bien entendu, l'implantation de chaque centre de données a des implications vraiment locales sur la biodiversité, sur les consommations d'eau, sur les conflits locaux, etc. Et ça, ce n'est pas du tout retranscrit dans tous ces outils-là. Donc l'IA, est-ce que c'est bien ou mal pour l'environnement? Les discours il y a beaucoup de discours qui disent l'IA va permettre de résoudre tout un tas de problèmes environnementaux. Donc l'AI for Green, vous avez des tonnes d'applications, probablement des bonnes d'ailleurs applications pour aider à décarboner certains secteurs et à optimiser certains systèmes, mais très peu d'évaluations
bénéfice-risque de toutes ces méthodes. Et puis, c'est quand on fait ça tout seul dans son coin de faire de l'optimisation, si on ne prend pas en compte et qu'on n'anticipe pas les possibles effets rebonds, les hausses d'utilisation ou les changements de mode de consommation qui vont ensuite permettre d'augmenter les flux, etc. Enfin, en fait, on a un petit peu oublié des choses. Donc, possiblement, il y a des usages bénéfiques, mais il reste encore à démontrer qu'à large échelle et que quand c'est déployé, ça reste vraiment bénéfique. Voilà. Et puis, l'IA, elle sert aussi en parallèle de l'AI for Grain, elle sert aussi pour d'autres applications for Brown, typiquement l'extraction pétrolière. Donc, avec des rapports qui montrent que ça augmente, ça accélère l'extraction de barils de pétrole. Puis, ça sert aussi à augmenter la publicité et la consommation. Et l'IA est aussi beaucoup utilisée dans l'économie de l'attention, les systèmes de recommandation, qui ont aussi pour but derrière de nous faire consommer. Donc, pour conclure rapidement, donc, il y a des applications d'IA pour l'environnement, mais il n'y a pas d'évaluation complète aujourd'hui des bénéfices-risques. Et puis, il y a des applications à effet négatif, ce que je viens de dire. Le nombre, la taille des modèles augmente, les centres de données augmentent, les consommations augmentent, tous les impacts environnementaux augmentent. Voilà. Malgré tous les gains d'efficacité qu'il peut y avoir. Ça pose des questions de conflit, d'arbitrage, et puis tout un tas de problèmes, de déplétion de ressources, les dépendances à des chaînes logistiques complexes, des risques d'approvisionnement, des problèmes de droits humains, des conflits armés, des appropriations des terres, tout ça. Et j'aime bien, juste pour finir là-dessus, est-ce qu'on est dans de l'offre ou de la demande sur l'IA? En fait, idéalement, on est censé avoir un petit peu un équilibre entre les besoins, les usages et l'offre. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on construit beaucoup de centres de données, beaucoup de services, et que du coup, il y a des demandes de comment est-ce qu'on pourra utiliser tous ces systèmes d'IA qu'on a à disposition, enfin, tous ces ressources de calcul qu'on a à disposition, donc trouver des usages. Donc, on est vraiment plus aujourd'hui sur un effet d'offre que sur un effet d'usage. Voilà. Merci Aurélie. Donc, tu as une autre question après de l'autre côté. Sur pas mal de graphes que tu as montrés, on voit une espèce d'augmentation à partir de 2018, alors que dans l'image un peu du grand public, c'est la sortie de ChatGPT qui marque le boom de l'IA générative. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce décalage? Est-ce que les entreprises de la tech, pendant plusieurs années, à partir de 2018, construisaient déjà beaucoup de data centers? Est-ce que tout ça, c'est déjà lié en fait à une pré-explosion de l'IA, mais qui se faisait juste pas dans le grand public, ou bien c'est autre chose? Il y a les deux, ouais. Il y a la pré-explosion, commencer à entraîner des modèles de plus en plus gros quand même. Il y avait aussi les hyperscalers, des calculs décentralisés, des gros calculs parallèles. Donc il y avait déjà un petit peu une tendance effectivement à l'augmentation. Ça a commencé un petit peu avant effectivement l'arrivée de ChatGPT. Ouais. Il y a l'Union internationale des télécoms qui a sorti en février, je crois, une recommandation, donc une norme pour évaluer les impacts des IA. Je voulais savoir si vous avez eu l'occasion d'y jeter un œil. Moi, je n'ai pas eu le temps. Eh ben, moi, oui. Donc, globalement, elle dit d'appliquer une méthodologie type écologiste justement pour regarder. Alors, normalement, en fait, ça ne va pas se définir au terme d'un usage, ça va être fournir ce service pour un an à un certain nombre d'utilisateurs. Ça va plutôt être ça l'unité fonctionnelle en fait qui va être mise derrière. Donc, ça a le mérite de pouvoir un petit peu donner une idée de combien va coûter le service en termes environnementaux. Et ils ont quand même une recommandation aussi d'aller regarder un peu les impacts indirects, donc c'est-à-dire les conséquences de l'application du service ensuite derrière, avec des arbres de conséquences notamment, qui du coup ne prennent pas les boucles de rétroaction en compte, etc. Mais ça a le mérite, en tout cas, d'essayer de cadrer quand même un petit peu les choses. Après, la question, c'est toujours pareil, c'est quand on quantifie comme ça, c'est pourquoi, c'est pour voilà, pourquoi faire. Oui, on voit dans les instituts de recherche se développer des solutions pour les instituts. Là, chez INRAE, par exemple, c'est Argo. Pardon, je suis là. C'est Argo. Et clairement, on nous dit que ça va minimiser les effets environnementaux, que c'est moins énergivore, etc. Et qu'en quelque part, on nous incite à l'utiliser. Je veux savoir un petit peu, en termes d'impact, si c'est vrai que ce genre de solution locale pour des instituts, c'est vraiment moins impactant que les grands outils. Voilà. Et on nous vend ça, en tout cas, comme ça. Je ne connais pas du tout Argo.
Peu importe, mais le CNRS a le sien aussi. Ouais, alors en fait, ils se sont reposés pas mal sur Mistral, en tout cas en France. Donc, voilà. En fait, c'est mieux d'avoir des modèles qui sont en tout cas spécialisés sur ce qu'on veut faire, ça c'est certain, que d'aller chercher un modèle qui sait faire de la génération de vidéos, de la traduction, tout en même temps avoir un seul modèle pour tout. Ça c'est sûr que c'est moins bien que d'avoir des modèles spécialisés. Donc l'idéal, c'est de nous fournir des modèles en tout cas qui soient spécifiés pour faire une biblio, pour faire vraiment des tâches précises. Ça réduira la taille des modèles, ça réduit les consommations d'énergie. Voilà, je ne sais pas tout à fait s'il y a ça derrière le vôtre, mais je ne crois pas que ce soit le cas sur les autres. Et après, l'autre argument de vente, c'est d'avoir des IA plutôt souveraines en France. Comme ils disent souveraines, alors souveraine, ça inclut pas toute la chaîne de fabrication, etc. C'est vraiment l'utilisation qui doit être en France. Et donc, comme on est en France et qu'on repose sur de l'énergie décarbonée, si on a des modèles qui sont en France, on est censé avoir des impacts environnementaux. Enfin, on a des impacts environnementaux plus faibles en termes, en tout cas, d'émissions carbone, puisqu'on repose sur... voilà. Donc, ces IA-là, elles sont hébergées en France et normalement, et donc moins d'émissions directes liées à la consommation électrique. Peut-être on va passer à la suite de la session. Si on se débrouille bien, il restera encore un petit peu de temps à la fin. Merci du coup Aurélie, c'est moi qui prends le relais de la modération. Donc l'idée de cette première session, c'était de poser les bases de la journée en regardant un petit peu au-delà des usages finaux des LLM et en les inscrivant dans une matérialité environnementale éventuellement, une matérialité technique et aussi maintenant sur cette deuxième moitié, une matérialité sociale, sociopolitique. Donc on va enchaîner avec Nikos Smirnaios qui est professeur en sciences de l'information et de la communication à Toulouse et que je vais laisser immédiatement parler. Merci, merci Guillaume. Bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs d'avoir organisé cette belle journée. Merci à vous d'être là avec cette chaleur pour aborder ces sujets ardus. Donc moi, effectivement, je vais avoir un point de vue qui est un peu différent après cette introduction sur le fonctionnement concret informatique, on va dire, et sur les enjeux technologiques et environnementaux. Je vais aborder la question de l'IAG depuis la question des enjeux socio-économiques et politiques. Donc, mon domaine de recherche, c'est les industries culturelles et plus précisément l'industrie des médias. Et donc, je m'intéresse en fait à l'interface entre culture et technologie. Et donc, je t'ai amené à travers cette lignée de recherche de m'intéresser à l'IAG. Donc, en tant qu'introduction, il faut dire que l'interface entre culture et technologie numérique, elle existe maintenant depuis pas mal d'années, mais dans la période récente, elle advient dans un contexte assez particulier, un contexte de polycrise des démocraties libérales. Donc, j'ai dit des choses un peu connues, mais une crise politique, une crise économique, une crise environnementale importante. Et on verra que ça se traduit dans la manière dont fonctionnent les médias. Et aussi dans une transformation aussi de l'industrie du numérique avec plusieurs caractéristiques. Donc, un caractéristique assez important qu'on observe qui s'accélère actuellement, c'est la concentration. Donc, on a un capital monopolistique qui contrôle l'IAG. Aujourd'hui, les 6 plus grandes entreprises, les GAFAM, on va dire, leur valeur en bourse dépasse les 20 000 milliards de dollars, ce qui est quand même une somme considérable. On a vu l'introduction en bourse de SpaceX d'Elon Musk qui a dépassé les 2000 milliards, si je ne me trompe pas. Et on a également, bien sûr, une radicalisation des élites de la Silicon Valley, on peut dire même une fascisation peut-être, qui contrôle ces technologies. Donc, l'exemple d'Elon Musk est assez parlant. Pour être aussi dans le sujet, je pense que je vais vous parler plutôt de la question des médias, mais il y a des similarités entre les industries culturelles et l'enseignement de la recherche, et peut-être aussi sur les impacts, puisque ce qu'on fait, nous, comme les journalistes ou les gens qui travaillent dans la culture, c'est produire du savoir, manipuler des symboles. Donc, l'impact, il est tout à fait comparable. Donc, je commence avec quelques chiffres. Depuis le début de l'année 2026, donc les plans sociaux s'enchaînent dans les médias. Au mois de mai, un groupe de presse professionnelle, Infopro Digital, qui édite la Gazette des communes, l'Usine Nouvelle, les moniteurs, a annoncé la suppression des 19 postes des journalistes. Ce qui compte comme détail, alors évidemment, toujours le problème, c'est de réduire les coûts, ce
qui compte là, je parle de ce groupe professionnel spécifiquement, c'est parce que ce groupe, il est tout à fait rentable. Il a une marge opérationnelle de 30%, ce qui est énorme dans la presse, et pourtant, il annonce de suppression d'emplois. Donc, on voit bien que voilà, ce n'est pas forcément que les médias qui sont en difficulté. Donc, l'IA constitue un levier pour comprimer la masse salariale et accroître la rentabilité. Prisma Presse, qui appartient à la galaxie Bolloré-Vivendi, a annoncé aussi, qui a beaucoup de magazines notamment, suppression de 40% d'effectifs. Et un truc qui concerne plus un peu la province, on va dire, le groupe EBRA, qui est un des plus grands groupes de presse régionale en France, vient d'annoncer 300 à 400 postes supprimés. Donc, ce n'est pas une exception française, on trouve ça à travers le monde, aux États-Unis notamment. Voilà la situation dans le média. Moi, mon point de vue, si vous voulez, sur la question, c'est plus le point de vue de l'économie politique. Je considère l'arrivée de l'IAG comme faisant partie d'un cadre plus large qui est la transformation du capitalisme, puisque l'IAG aujourd'hui est perçue par les grands capitaux comme la nouvelle frontière de l'accumulation et elle prolonge aussi 4 décennies de régulation néolibérale. Donc, pour ne pas prendre la technologie juste en elle-même, il faut la placer dans ce contexte plus large. Donc, je vais vous donner quelques éléments théoriques quand même, j'espère ne pas vous ennuyer, mais pour penser ça, moi, j'utilise maintenant la métaphore de la tragédie des communs, qui est une idée de Gareth Hardin dans un article séminal de 68. Hardin, il dit simplement que quand les intérêts privés exploitent sans régulation une ressource commune libre, librement accessible, ils la dégradent jusqu'à parfois la détruire. Donc ça, c'est un raisonnement classique, une idée classique en sciences sociales, mais c'est une idée qui est un peu hors de l'histoire et hors du politique, comme s'il s'agissait d'une loi naturelle du comportement humain. Donc il faut compléter, je pense, ça par une approche un peu plus matérialiste. Donc je reprends la notion de David Harvey sur l'accumulation par dépossession. Donc Harvey reprend l'accumulation primitive de Marx, le moment où le capital s'approprie les communs par la clôture, par la fermeture pour le privatiser. Et il montre que ce n'est pas un épisode qui se limite aux origines du capitalisme, comme disait Marx, mais un mécanisme permanent, une extraction au profit de la classe capitaliste rendue possible par la violence politique et économique. Donc la dégradation des communs n'a rien de naturel, elle est produite, organisée par le capitalisme. On peut donc appliquer ce schéma à l'IA pour essayer de comprendre l'appropriation des savoirs et des ressources culturelles par le capital comme un mouvement d'enclencheur généralisé, un mouvement de privatisation de nos communs culturels, c'est-à-dire toutes les ressources que l'humanité a produites, tous les discours, tous les textes, toute la culture depuis des siècles et dont la grande majorité est disponible en ligne sur Internet. Donc, de là, mon hypothèse de travail dans un papier que j'ai publié récemment, l'extractivisme de l'IA générative ne s'arrête pas aux ressources physiques ou à l'énergie, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Il a un pendant symbolique. De même que les technologies épuisent les ressources culturelles pour produire du calcul, elles privatisent, elles exploitent et peut-être, c'est l'hypothèse, épuisent aussi nos ressources culturelles. Et donc, évidemment, sans contrepartie et sans régulation, cette capture menace l'avenir de la culture humaine. Donc, il y a 3 mécanismes pour décrire à travers lesquels, finalement, cette tragédie se met en œuvre. Le premier mécanisme, c'est la captation asymétrique de la valeur. Vous avez tout un tas de ressources produites collectivement, souvent avec de l'argent public. Je prends l'exemple des collections des musées qui sont numérisées, qui sont mis en ligne gratuitement et dont les IAG se servent, sont transformées à travers ce processus d'entraînement des modèles qui a été expliqué tout à l'heure en centres de profit par une poignée d'entreprises sans retour vers celles et ceux qui les produisent. Donc, une IAG va récupérer toutes les images, par exemple, d'œuvres d'art pour entraîner ces modèles de génération d'images sans évidemment financer les services publics qui a mis en place cette offre culturelle. Le deuxième mécanisme qui est problématique, c'est l'épuisement de la matière première et son autopollution. Aujourd'hui, en fait, on arrive à une sorte épuisement des modèles, enfin des données pour entraîner les modèles, des données authentiques, on va dire, c'est-à-dire créées par des humains. Et donc, comme les modèles ont besoin de ces données humaines de qualité en quantité, et celles-ci sont en quantité finie, au fur et à mesure que ces données sont utilisées, eh bien, les modèles se tournent vers des contenus qui eux-mêmes ont été générés par d'autres modèles.
donc ce qu'on appelle des contenus synthétiques. Et donc, on a plusieurs papiers qui sont sortis récemment qui parlent d'effondrement des modèles ou qui parlent des œuvres folles, c'est-à-dire des œuvres qui sont produites à partir d'un entraînement sur des œuvres déjà synthétiques. Je ne sais pas si on peut parler d'œuvres. Bon. Et donc, il y a cette analogie de la maladie de la vache folle. Donc, ils mangent, on va dire, de la vache folle et puis les œuvres deviennent un peu fous. Et le produit de ça, c'est des hallucinations. Et aussi, c'est une sorte de culture générique, c'est-à-dire les modèles finissent par produire une sorte de musique d'ascenseur généralisée sur toutes les formes, texte, images, etc., qui commence à nous entourer. Donc, on voit des trucs bizarres sur Internet, on se dit, mais c'est quoi ça? Ça m'a l'air vraiment louche. Et en fait, c'est des choses qui sont produites de cette façon-là. Troisième mécanisme, c'est, je reviendrai après avec des exemples, l'incapacité à coopérer. C'est-à-dire que ce système, comme il est assez puissant aujourd'hui, pousse chacun à défendre ses propres intérêts, à faire défection, à signer son contrat lucratif, par exemple, je vais en parler des médias juste après, plutôt que de protéger le bien commun. Donc, captation de valeur, épuisement de la ressource, délitement des normes, voilà 3 mécanismes qui poussent vers cette tragédie et qui se renforcent mutuellement. Alors, je vais parler un petit peu maintenant concrètement de comment tout ça se présente dans le cadre du journalisme et des médias. Alors, pourquoi le journalisme? D'abord, c'est parce que c'est un champ que je connais, et aussi parce que c'est quand même une industrie culturelle qui porte un enjeu politique direct, puisque évidemment, dans la théorie démocratique libérale, les médias sont censés nous produire une information de qualité, pluraliste, etc., pour qu'on puisse être informé et être des bons citoyens. Donc, sur le partage de la valeur, alors le cadre qui gère aujourd'hui, le cadre européen en fait qui gère l'accès à ces types de données, en fait, est la directive de 2019 sur le droit d'auteur qui a créé un droit voisin pour la presse. Donc, aujourd'hui, Google, quand il présente un résultat et qui est issu d'un média, par exemple, un titre avec une photo, il est obligé de rémunérer ce média. Donc, ça, c'est un progrès, puisque jusque-là, Google et les autres ne donnaient pas d'argent du tout aux acteurs culturels. Mais la même directive contient une exception. Donc, on a voulu mettre une exception là-dedans. C'était en 2019. C'était avant ChatGPT. Et en fait, c'est l'exception pour fouille de données, fouille des textes et données commerciales. On peut reproduire des contenus protégés pour entraîner un modèle, sauf opposition explicite de l'ayant droit. Donc, ce qu'on appelle l'opt-out. Il faut que l'ayant droit dise, mais dans un fichier robot TXT pour dire « je ne veux pas que tu récupères mes modèles ». Or, les modalités de cet opt-out sont juridiquement contestées et surtout, on a affaire à des acteurs monopolistiques. Donc, les acteurs culturels sont en fait obligés, sont face à un dilemme cornélien. S'ils interdisent l'accès aux robots de Google, par exemple, ils perdent en référencement. S'ils les autorisent aujourd'hui, eh bien, Google peut récupérer ça pour entraîner ses IA. Et d'ailleurs, il le fait de manière assez flagrante, je dirais tout à l'heure comment. Donc, la stratégie de ces firmes, c'est la stratégie du fait accompli. On inspire d'abord les archives et les contenus, et puis on propose un refus ensuite, une fois que les modèles sont entraînés. Puis, il y a une stratégie de diviser pour régner, c'est-à-dire ces acteurs proposent aujourd'hui, comme il n'y a pas de cadre contraignant, bon, aujourd'hui, ça bouge pas mal. Il y avait une décision à Munich, par exemple, parce que l'enjeu, c'est de savoir à quel moment on peut dire qu'un contenu peut faire valoir son droit d'auteur au moment de l'entraînement. Mais c'est très difficile de savoir quel contenu a été utilisé au moment de l'entraînement. Et donc, il y a des décisions maintenant qui essayent de justice, et il y a une proposition de loi au Sénat qui essaye d'avancer dans le bon sens, on va dire, c'est-à-dire en donnant plus de droits aux industries culturelles, mais ce n'est pas du tout fait encore. Et ce qu'ils font ces acteurs, en fait, c'est qu'ils proposent des accords avec certains acteurs culturels de manière stratégique. Par exemple, en France, OpenAI a proposé un accord uniquement à un seul média, c'est le groupe Le Monde, donc qui appartient à Xavier Niel. Et donc, le résultat de cet accord, c'est que Le Monde gagne beaucoup d'argent avec ça, et surtout, il gagne beaucoup de trafic, parce que quand vous faites une requête d'actualité sur Le Monde, en fait, ChatGPT propose quelques sources, et nous, on a fait des mesures à partir des données de SimilarWeb, bon, peu importe. En gros, Le Monde capte un quart, tout seul, capte un quart de tous les trafics qui vient de ChatGPT vers les médias, ce qui est énorme, ce qui est une monopolisation. Donc, vous avez une double asymétrie, c'est-à-dire vous avez une asymétrie entre les médias
et les acteurs du numérique. Et puis, vous avez une deuxième asymétrie à l'intérieur du champ médiatique entre les médias et les acteurs culturels qui ont le moyen, ils sont très peu nombreux, de négocier ces accords et d'en tirer un bénéfice, et les autres qui sont laissés pour compte, on va dire. Deuxième remarque, puisque ça a été dit tout à l'heure et c'est très intéressant, ces modèles utilisent beaucoup aussi des contenus anglo-saxons parce qu'ils sont majoritaires sur Internet. Nous, on a fait des tests sur des requêtes d'actualité, par exemple sur Gaza ou sur la guerre en Iran, et on s'aperçoit que ChatGPT utilise plus de 30% des sources anglo-saxonnes parce que, évidemment, pour ChatGPT, il s'en fout royalement de savoir si la source à l'origine de l'information est en anglais ou en français. Donc, on a aussi une forme d'impérialisme culturel qui s'accentue puisque les publics mondiaux sont obligés de consommer, on va dire, du contenu qui vient par des grands acteurs anglo-saxons, les agences de presse, etc. Deuxième mécanisme donc, de destruction de commun, c'est la capture du trafic. C'est le mécanisme le mieux documenté aujourd'hui. Un exemple, quand vous faites une requête, Google aujourd'hui a imposé ce qu'il appelle un AI overview. Donc, en fait, il génère une synthèse au début de page. Et alors, ça détruit complètement le modèle des médias auxquels ils ont été addicts, on va dire, à cause de Google. Donc, Google a poussé les médias en leur disant de mettre leur contenu gratuit sur Internet, en leur disant, bon, je vais récupérer des bouts, mais les gens ils vont cliquer sur des liens, donc ils vont quand même arriver sur votre site et vous allez gagner un peu de fric par la publicité. Aujourd'hui, avec cette synthèse, un aperçu tout en haut, les gens ne cliquent plus et on a en fait un effondrement du nombre de clics. Donc, juste pour donner un exemple, on a à peu près un effondrement qui se situe autour de 60% aux États-Unis aujourd'hui du nombre de clics que les gens font sur Google quand il s'agit d'aller chercher une information. En gros, ils se limitent à lire l'aperçu, à lire la synthèse et ils ne cliquent pas. Et donc, non seulement Google récupère le contenu et l'exploite, mais en plus, il ne renvoie plus du trafic vers les éditeurs. Troisième mécanisme qui est important, et c'est le dernier avant ma conclusion, je vous rassure, c'est ce qu'on peut appeler l'artificialisation de l'espace public. Donc, pendant que l'IA capte la valeur, l'IAG, enfin, les acteurs de l'IAG, les acteurs capitalistes de l'IAG pour être précis, elle inonde l'espace public en ligne de contenu synthétique. Donc, on a une étude de Graphite, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, qui dit que en 2025, les contenus synthétiques, c'est-à-dire les contenus produits par des l'IAG, ont dépassé les contenus produits par des humains sur Internet. On est à 55%. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme mesure, mais ce qui est le plus important, c'est la tendance. Et j'ai vu une autre étude hier qui parlait du trafic, c'est-à-dire des clics sur Internet. Et là aussi, on est à une majorité des clics artificiels par des robots qui sont conduits par des IA. D'un autre côté, une organisation spécialisée qui s'appelle NewsGuard a recensé plus de 2000 sites d'information entièrement synthétiques. C'est qu'aujourd'hui, non seulement vous avez le remplacement des journalistes dans les médias mainstream, où il reste quand même des humains, mais vous avez des gens qui construisent ces sites qui sont complètement automatisés et synthétiques. Et évidemment, bon, la qualité de ces sites, elle est quand même très douteuse. Je pense que vous allez vous rendre compte vite, mais ils jouent sur la quantité. C'est-à-dire comme ça ne coûte pas cher de produire un article, ils en produisent des milliers. Bon, il suffit d'avoir quelques clics par article par un lecteur naïf pour générer du revenu publicitaire et être rentable. Je tiens quand même à dire que tout ça, c'est important quand même, et je pense que tu vas peut-être revenir à ça, ce n'est pas un phénomène technologique. Si je prends l'exemple du journalisme, si on arrive aujourd'hui à remplacer si facilement les journalistes, c'est que le métier de journaliste s'est transformé. On a aujourd'hui un journalisme de gestion de l'information, un journalisme assis, c'est-à-dire tous les jeunes journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toute la journée devant un ordinateur, à cliquer, à taper, et à être obligés, par les contraintes productivistes des médias, de produire 10, 15 contenus par jour, sans évidemment pouvoir faire du reportage, de l'enquête, de l'investigation, qui est quand même le cœur du journalisme. Donc, cette transformation a précédé l'IA. En fait, c'est une transformation qui est liée à la transformation du système médiatique ces dernières années, sous le néolibéralisme. Et donc, l'IA, elle arrive finalement à un point nommé pour pouvoir remplacer des journalistes qui sont déjà remplaçables, on va dire, de par la nature de le travail. Évidemment, cette artificialisation de l'espace public a des conséquences politiques importantes. Alors, il y a des choses qui sont faciles à comprendre, donc comme les deepfakes, les fake news, etc., dont je pense que vous êtes tout à fait au courant. Mais il y a aussi
une dégradation culturelle générale à travers ce qu'on appelle le slope, c'est-à-dire tous ces contenus culturels qui sont produits à la chaîne, des vidéos qui ressemblent à rien, des images bizarres et tout ça, qui commencent à coloniser l'Internet et à créer un imaginaire qui est quand même très, très problématique. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Je vais vous répondre tout de suite. Alors, les réponses réglementaires, bon, je ne veux pas vous faire le numéro, oui, il faut réguler l'État, parce que je ne fais pas confiance à cet État, je ne fais pas confiance à ce gouvernement pour réguler. Je vous donne une preuve. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions là-dessus, parce qu'en plus, en France, l'industrie culturelle, l'industrie médiatique est assez puissante politiquement, donc il y a quand même des relais avec les gouvernements, avec les politiques, et donc ce sont des choses qui ne passent pas inaperçues. Il y a eu 2 rapports donc, du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique commandés par le ministère de la Culture pour parler de cette question. Et donc, ils ont décrit un petit peu ce que je décris là. Mais leur réponse, c'est là où le bas blesse, reste enfermé dans une logique de marché. Donc, leur problème, c'est comment organiser la rémunération contractuelle au cas par cas, donc faciliter les accords, on va dire, entre les acteurs culturels et les IAG, et surtout, ça c'est assez flagrant quand même dans ces rapports, ils traitent la création humaine comme un intrant des qualités nécessaires au développement de cette économie. Donc en fait, ils ne mettent pas du tout en cause le développement de tous ces outils avec les dégâts qu'ils font. Ils disent comment on peut faire mieux, comment on peut quand même avoir un vivier humain pour fournir la machine en entraînement et qu'elle puisse marcher mieux. Bon, ça, c'est quand même très problématique. J'ai un collègue qui s'appelle Christophe Magis qui parle, lui, d'une raréfaction des ressources symboliques contre les récits de l'abondance culturelle, de l'abondance informationnelle autour de nous. Il rappelle que la culture repose sur un réservoir fini dont la sédimentation demande un temps long social pour la production d'une culture de qualité et qui est fondamentalement incompatible avec la vitesse de rotation du capital. Et donc, c'est là le problème principal, c'est ce problème d'enclosure capitaliste que j'ai évoqué tout à l'heure, qui risque effectivement d'épuiser notre culture humaine. Et ça, c'est quand même un problème qui doit être traité politiquement et peut-être de manière un peu plus radicale que de simples rapports du ministère de la Culture qui font les recommandations que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Juste peut-être prendre une ou deux questions. On a 2 minutes pour une ou deux questions. Et après, peut-être, il restera aussi peut-être un peu de temps à la fin de la session. Est-ce que... Oui, c'était très clair. Est-ce que c'est possible de redire le nom du dernier auteur là, sur la raréfaction des ressources symboliques? Christophe Magis. On passe à la suite, peut-être que ça va prendre le temps de sédimenter justement et on pourra avoir quelques échanges encore après. La session suivante, l'intervention suivante qui sera celle de Julien Materne, qui est donc maître de conférence en sociologie à l'Université de Pau et de Pays de la Dour et qui va aussi replacer l'IA dans un contexte historique large. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ne serait-il pas bon de n'avoir plus à se soucier de rien, de n'avoir à craindre ni la faim, ni la pauvreté, ni l'âge? Ne serait-ce pas délicieux de pouvoir vivre chaque heure comme si vous aviez vécu l'histoire du monde de ses origines à nos jours et que vous étiez destiné à continuer à vivre jusqu'à sa fin? Ne serait-ce pas merveille que de pouvoir habiter à un lieu tel que les peuples qui demeurent aux Indes par-delà le Gange ne pourraient vous dissimuler leurs richesses et les Péruviens vous priver de leurs conseils? Ne serait-ce pas chose délicieuse que de pouvoir lire en un livre qui vous permit de lire, de comprendre et de retenir le fruit jamais découvert et encore et à jamais à découvrir de tous les livres qui existèrent jamais et qui sont à venir et à apparaître? Alors, ce n'est pas une publicité pour ChatGPT, ni pour Claude, ni pour Meta, mais c'est un texte écrit au début du XVIIe siècle. En fait, c'est un des manifestes rosicruciens, donc de la Société des Rose-Croix, sorte de société de pensée qui œuvrait pour une réforme générale de la société fondée sur la science et qui est au règne de l'esprit. Alors, ce qui me frappe, moi, c'est qu'il y a quelque chose qui fait écho à travers les 400 ans de différence entre ce texte et ce qu'on entend régulièrement. Une forme de promesse mystique d'accéder à une puissance infinie, à l'abolition de l'espace et du temps,
une promesse finalement de désincarnation. N'avez-vous jamais rêvé de créer quelque chose rien qu'en y pensant? Ça, on peut l'entendre aujourd'hui. C'est pour le coup une vraie publicité pour l'IA. Alors, je vais commencer par dire merci aux organisateurs, organisatrices. Merci beaucoup pour cette initiative, pour toutes ces initiatives. Voilà, moi, je viens d'une institution dont le président, la semaine dernière, en présentant ses grandes orientations pour les prochaines années, a dit à un moment donné, abordé le sujet de l'IA. Il a dit, on a un gros problème avec l'IA. Bon, voilà, j'étais d'accord. C'est que l'IA va très, très, très vite. Bon, ouais, ça, c'est pas faux. Et donc, il faut qu'on accélère. C'est à peu près tout ce qui a été dit sur l'IA. Voilà, l'entièreté des débats. Alors, l'objectif de mon propos sera de prendre aujourd'hui le contre-pied des discours dominants au sujet de l'IA, qui pointent, soit pour s'en réjouir, soit pour le déplorer, qui pointent souvent sa dimension disruption. Vraiment que voilà. Donc, sa dimension disruptive, sa nouveauté, sa singularité absolue. Alors, des aspects disruptifs qui existent indéniablement. Mais moi, j'ai envie d'insister sur la grande continuité. Ce qui nous arrive. Moi, je fais sans micro en parlant plus fort. Ouais, c'est la censure. C'est bon. Donc, je voulais souligner la grande continuité entre ce qui nous arrive aujourd'hui et ce qui se passe depuis 2 siècles. On ne va pas remonter au Rose-Croix, je ne vais pas vous faire une interprétation conspirationniste de l'histoire, on va se contenter des 2 derniers siècles. Peut-être d'ailleurs fallait-il que le taylorisme et la prolétarisation finissent par toucher même les intellectuels d'État pour qu'ils se saisissent du problème. Et je me compte parmi les intellectuels d'État. Hein. Et ce serait déjà ça. Alors, je vais faire ce petit travail à la hache. Donc, à l'avance, je sais, oui, en fait, c'est plus complexe. Mais il me semble que la peur des conclusions hâtives est un des gros problèmes qui mine notre collectivité, parce que pendant qu'on a peur des conclusions hâtives, le désastre, lui, avance. Alors, à quoi est-ce qu'on est confronté aujourd'hui? En fait, tout simplement à une forme d'automatisation. Ça a été déjà dit. Un dispositif technique qui automatise des activités effectuées jusqu'à présent par des personnes humaines. Rédiger des phrases, effectuer des recherches documentaires, discuter avec quelqu'un pour se faire un avis dans une situation, ou encore rédiger un rapport de thèse, ou alors une thèse, répondre à un appel à projet européen, etc. On pourrait même parler d'un processus d'extériorisation, comme à la manière de l'anthropologue Leroy-Gourhan. Extériorisation qui est la manière spécifiquement technique d'être humain. Alors, donc, si on veut comprendre les effets de la généralisation de l'IA sur les sociétés humaines, ce qui est le projet, il faut inscrire la discussion au moins dans la longue histoire de l'automatisation et de la mécanisation du monde qui en découle. Depuis la querelle des machines dans les années 1830-1840 jusqu'à l'introduction des micro-ordinateurs dans les années 1980, Internet dans les années 90, en passant par les discussions sur l'automatisation des chaînes de production dans l'industrie dans les années 50-60. Alors, je déclinerai donc cette continuité en 2 aspects. Continuité de la promesse du règne de l'esprit, dont j'ai déjà un tout petit peu parlé. Dans un deuxième temps, j'espère pas être trop long, la continuité et l'ancienneté des alertes formulées au sujet de l'automatisation et ancienneté du coup de réponse. Parce que, désolé, je suis vraiment... la technique ne m'aime pas. Merci. Donc, continuité dans les débats, en fait, dans les débats relatifs à la technique. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de se replonger là-dedans pour peut-être pas refaire les mêmes erreurs que nos prédécesseurs ont fait il y a 50 ans, il y a 70 ans, il y a 100 ans. Alors, donc, premier point, sur la continuité et l'ancienneté de la promesse, que moi j'appelle promesse mystique, eschatologique, du règne de l'esprit. Qui est totalement lié aujourd'hui à l'innovation. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que l'innovation n'est pas du tout en fait une question technique. Enfin là, j'exagère. L'innovation est bien sûr un problème technique, mais pas seulement, voire pas principalement. L'innovation au XIXe siècle bascule. Elle était assurée, elle était aux mains des paysans, des artisans depuis très longtemps, et elle devient l'objet du travail des ingénieurs et des scientifiques. Fin XIXe, début XXe. L'innovation ne vise plus à répondre à des besoins concrets à partir de là, définie par un sujet ou par une communauté de vie, mais c'est une activité séparée et du coup largement conditionnée par d'autres logiques. En l'occurrence, dans notre société, eh bien, les impératifs marchands, on pourrait dire capitalistes, et militaires, qu'il ne faut jamais oublier, qui ont été absolument décisifs dans l'histoire de l'innovation.
Il y a aussi des dimensions culturelles et mystiques, et notamment cette pulsion faustienne qui caractérise les scientifiques depuis le XVIIe siècle, et même qui remonte à la Renaissance, dont l'historienne Frances Yates a bien montré l'origine dans son travail sur l'hermétisme. Et cette pulsion faustienne, elle prend de l'importance au XXe siècle à mesure que les laboratoires de recherche sont intégrés organiquement dans les dynamiques de l'innovation. Alors, l'idée d'une victoire totale de l'homme sur la nature, victoire de l'esprit sur la matière, elle est omniprésente aujourd'hui. Je vais en prendre juste un exemple. C'est tiré du manifeste techno-optimisme, parce qu'il faut un peu de techno-optimisme aussi, de Marc Andreessen, qui est le fondateur de Netscape. Alors, voilà ce qu'il nous dit dans son manifeste. Nous pensons que nous sommes prêts pour un décollage de l'intelligence qui étendra nos capacités vers des sommets inimaginables. Nous pensons que l'intelligence artificielle est notre alchimie, notre pierre philosophale. Nous faisons littéralement réfléchir le sable. Voilà une très jolie formule. Ce n'est pas que publicitaire, hein. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans une grande histoire de ce projet de spiritualisation intégrale du monde, donc spiritualiser le silicium. Et en fait, si vous connaissez le travail de Teilhard de Chardin, c'est directement, c'est une référence quasi directe à ce théologien français, Pierre Teilhard de Chardin, qui est un personnage absolument central dans l'histoire de l'innovation au XXe siècle, dans l'histoire des sciences, puisqu'il a influencé les ingénieurs français, les polytechniciens dans les années 30, les milieux catholiques français dans les années 50-60, mais aussi les milieux scientifiques américains, les savants atomistes dans les années 50, les spécialistes de l'informatique dans les années 70, les de l'Internet dans les années 90, les transhumanistes se réfèrent tous, à un moment ou à un autre, à Teilhard de Chardin. Sa grande idée, c'est que l'univers est orienté vers le point oméga, qui est, alors on ne sait pas très bien quand ce sera, mais ce sera le point de spiritualisation intégrale du monde. Et tout ce qui va dans ce sens est fondamentalement bon. Alors cette idée est déjà présente, donc c'est pour ça que quand on parle de technofascisme, souvent aujourd'hui on parle de technofascisme, alors ce seraient les méchants fascistes, Elon Musk et compagnie, je ne dis pas qu'ils sont gentils, hein, mais qui seraient venus se saisir d'une invention géniale qui était Internet. Mais Internet, c'est déjà la même promesse dans les années 90. Je cite le manifeste du cyberespace, hein, qui est un truc qui a été présenté un peu comme gauchiste à l'époque. Hein. La victoire sur la matière, 1996, est l'événement majeur du XXe siècle. La victoire sur la matière est l'événement majeur du XXe siècle. Il faut juste répéter la phrase pour comprendre son absurdité totale. Partout, les pouvoirs de l'esprit prennent le dessus sur la force brute des choses. En fait, pour eux, Internet participait à cet événement-là. Alors, comme il en faut pour tout le monde, voilà, ce que je veux dire, c'est que cette vision des choses, elle n'est pas du tout spécifiquement fasciste, ni d'ailleurs néolibérale. Je vais vous parler de l'ami Léon Trotsky, qui, dans les années 1930, explique, dans son livre Littérature et Révolution, bientôt, l'homme, alors il ne dit pas exactement quand, hein, l'homme saura déplacer les rivières et les montagnes, il apprendra à construire des palais du peuple sur les hauteurs du Mont Blanc ou au fond de l'Atlantique. Il saura maîtriser les processus semi-conscients et inconscients de son propre organisme. Là, on commence à voir le lien possible avec l'IA. Hein. La respiration, la circulation du sang, la digestion, la reproduction, tout ça donc sera contrôlé par l'homme consciemment. Il aurait bien apprécié, par exemple, les techniques de quantified self. Bien sûr, Trotsky était partisan de l'eugénisme, puisque d'après lui, le genre humain qui a cessé de ramper devant Dieu, le tsar et le capital, devrait-il capituler devant les lois obscures de l'hérédité et de la sélection sexuelle aveugle? Donc, bien sûr que non. Alors, il va très très loin et il dit des choses vraiment très étranges sur le plan psychanalytique, puisque d'après lui, grâce à la technique, l'homme de demain s'efforcera de commander à ses propres sentiments, d'élever ses instincts à la hauteur du conscient et de les rendre transparents, de diriger sa volonté dans les ténèbres de l'inconscient. Alors, qu'est-ce qu'il défend? Tout simplement, il nous explique que l'homme se haussera à un niveau plus élevé et il créera un type biologique et social supérieur, un surhomme, si vous voulez. Tout ça, c'est Léon Trotsky. Et on voit bien là, il me semble, l'affinité avec ce que nous promettent aujourd'hui les prophètes de l'IA. Donc, question, étant donné que Léon Trotsky promet l'avènement d'un nouvel âge, un âge d'or, grâce à la technique, qu'il est favorable à l'eugénisme, que par ailleurs, il considérait que pour l'atteindre, il fallait en finir avec la démocratie, puisque dans la longue et pénible phase de transition, il fallait mettre au pas tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Peut-on dire que Léon Trotsky était technofasciste? Il va falloir expliquer pourquoi. Hein. Il va falloir quand même expliquer pourquoi. Alors, donc, nouvel âge d'or, entrer dans un nouvel âge, transition vers ce nouvel âge.
les motifs de la vague, de la traversée, de la métamorphose. Très très bonne affiche d'ailleurs, hein, je vous félicite sur l'image de la vague, parce que là on voit bien que derrière l'IA, ce n'est pas du tout l'idée de répondre à des besoins, hein, c'est vraiment l'idée d'une mutation, d'un changement d'air. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas juste spécifique à aujourd'hui, ça nous accompagne, c'est omniprésent depuis 2 siècles, depuis que c'est formulé de façon explicite chez Saint-Simon, chez Auguste Comte, avec même chez Auguste Comte des références à Joachim de Flore, qui, d'après l'historien David Noble, est le point d'origine de ce qu'il appelle la religion de la technologie. Parce que pour Joachim de Flore, un abbé calabrais du XIIe siècle, il s'agissait de faire advenir le règne de l'esprit qui succéderait au règne du Père et au règne du Fils. Donc voilà, on n'en a pas encore fini de vouloir faire advenir ce règne de l'esprit. Finalement, l'IA n'est que la forme contemporaine et vulgaire de cette vieille promesse eschatologique. Alors, ce caractère prophétique, pourquoi ça nous intéresse finalement? Enfin, bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse un peu, mais parce que ça nous invite à nous demander si finalement on n'est pas enfermé dans une configuration à la Festinger, à la Léon Festinger, qui est ce psychosociologue, ce psychologue social qui s'est intéressé dans les années 50 aux communautés de fidèles confrontées au démenti des faits. C'est-à-dire, que se passe-t-il quand la date de la fin du monde arrive et il n'y a pas la fin du monde? Ou que la date de l'arrivée des ET, des extraterrestres arrive et qu'il n'y a pas les extraterrestres? Ou alors peut-être qu'ils sont déjà là, je n'ai pas compris. Et la réaction de ces communautés, c'est souvent une forme de radicalisation à l'extrême de leur croyance pour valider à tout prix ce système de croyance, au prix d'une négation de tout ce qui se passe autour d'eux. Finalement, est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'on fait aujourd'hui quand on déplore les effets immédiats de l'IA, parce que ce n'est pas les bonnes conditions et le monde est capitaliste, mais tout en appelant à la création, à l'élaboration d'une IA qui serait juste, écologique, inclusive, démocratique, on peut rajouter tous les adjectifs qu'on veut, alors que rien, absolument rien de sérieux ne vient soutenir aujourd'hui cette éventualité. Est-ce qu'on n'est pas là dans une réaction finalement dissonante à l'échec prophétique? Ça, c'est mon premier point sur la promesse. Combien de temps il me reste, pardon? Bon, ça va être, voilà, je vais être très rapide sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est l'ancienneté des critiques et des réponses aux critiques liées à l'automatisation. Alors, ces critiques, quelles sont-elles? C'est essentiellement trois choses. On reproche à l'automatisation depuis 2 siècles la destruction d'emplois, principalement, mais aussi la dégradation du monde, des produits du travail, et la déqualification du travail. Ces 3 choses. Alors, je vais passer très vite sur le premier qui est souvent cité, c'est-à-dire la question de l'emploi. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'emplois qu'aujourd'hui, en fait. Alors que, normalement, ils auraient dû être détruits. En fait, il n'y a pas de lien de causalité directe entre les systèmes techniques et l'emploi. Bon, il y a Alfred Sauvy, il y a 50 ans, qui a établi ça dans La machine et le chômage, le progrès technique et l'emploi. On peut dire que ça continue à s'appliquer. Alors bien sûr, on peut dire aujourd'hui que c'est un peu rassuriste de se fonder encore sur Schumpeter, la destruction créatrice, etc. Parce que ce n'est pas parce que Schumpeter, ça a marché vaguement pendant 100 ans que ça va continuer à marcher. Ça, c'est pas faux. Puis on sait par ailleurs que le chômage aujourd'hui, depuis 50 ans, peut être un instrument de gestion politique, exprès. Tout déjà chez Zbigniew Brzezinski, il y a 30 ou 40 ans. On gère les populations avec ce chômage. Mais en réalité, l'emploi, c'est une question monétaire, à mon avis. De toute façon, d'un point de vue strictement capitaliste, on ne comprend pas très bien à quoi servent tous ces emplois qui produisent rien, non seulement rien d'utile, mais même rien de profitable à l'industrie capitaliste, ce que Graeber appelait les bullshit jobs. On voit bien qu'en fait, la question aujourd'hui, même de l'emploi, c'est des questions de création monétaire. Qui maîtrise la création monétaire? Et ça, c'est un problème géopolitique. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens vont être obligés de changer d'emploi. Ça, oui. Vous voulez être obligés de revoir complètement leur identité professionnelle. Et surtout que tout le monde se sent en sursis. Ça, c'est fondamental. Tout le monde se sent en sursis. Donc, alors, sur les 2 autres points. Sur le point de la dégradation du monde, effectivement, dès le 19e siècle, William Morris reprochait à l'automatisation, ce n'est pas l'automatisation de la pensée, hein, c'est l'automatisation du travail, de dégrader les conditions de vie, de faire disparaître l'art de l'environnement quotidien des gens. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse de Henry Ford, quelques années plus tard, dans les années 30, dans son livre qui s'appelle Le Progrès. Et Henry Ford explique qu'en fait, ça, c'est vraiment une vision élitiste, parce que les œuvres du passé qu'on admirait, là, faites par des artisans, en fait, elles étaient réservées à une élite, et la majorité des gens avaient tout simplement rien, ou des produits de très, très, très mauvaise qualité. Et il expliquait que la grande série permettait à la population entière d'accéder à une forme d'abondance. Tout le monde pourra avoir accès aux marchandises réservées jusqu'à présent à la bourgeoisie.
Et quelque part, c'est pas tout à fait faux. Le problème, c'est quand est-ce qu'on s'arrête, du coup. On s'arrête. Déjà dans les années 30, Sérieux explique que on en a fini avec les pénuries. Bientôt, il faudra sortir du capitalisme parce que le capitalisme nous a mené à un très haut niveau de productivité. Donc, il faut en sortir. Voilà, il faut faire autre chose. On n'en est pas du tout sorti, au contraire. Et je pose la question, à quelle pénurie l'IA répond? Absolument aucune. Ça a été dit déjà tout à l'heure par mon camarade. En ce qui concerne, si j'ai encore une minute ou deux, la question de la déqualification, donc l'automatisation dégrade la qualification puisqu'il rend obsolète les savoir-faire des artisans, des ouvriers qualifiés. Et Henry Ford, dans son livre, explique que oui, c'est vrai, mais en fait, il vaut toujours mieux être OS que manœuvre ou bien paysan, premièrement. Et deuxièmement, il explique qu'il y a aussi un nouvel artisanat qui va émerger, qui sont les seigneurs des machines, en fait. Ceux qui pourront libérer leur créativité grâce à la puissance des machines qui les met en état de domination vis-à-vis de la matière. Et là aussi, peut-être qu'il n'avait pas tout à fait tort quelque part, qu'il y avait effectivement énormément de boulot avant qui valait pas mieux qu'un travail d'OS, c'est possible. Et le problème, c'est toujours le même, c'est quand est-ce qu'on s'arrête? Parce que les nouveaux artisans des années 30 et 40, en fait, leur travail eux-mêmes a fini par être automatisé sans aucune limite. En fait, tout le monde est en sursis. On voit bien aujourd'hui que les métiers intellectuels, on applique des procédures, on nous demande d'appliquer des procédures. Et c'est effectivement, tu as tout à fait raison, c'est la phase qui précède juste de peu la phase de l'automatisation pure et simple. Et à la fin, il y a juste Elon Musk dans sa villa californienne avec une tablette et qui contrôle le monde, quoi. L'équivalent chez Sismondi du roi d'Angleterre avec sa manivelle. Alors, le bilan de tout ça. Donc, il y a vraiment des qualifications. Alors, il faudrait ajouter à tout ça ce qui se passe dans les années 50 avec l'arrivée de la cybernétique, des systèmes de communication à distance et de l'ordinateur qui renforcent le contrôle centralisé. Alors, ce que je voudrais dire en bilan, c'est que tant du point de vue du consommateur que du producteur, cette automatisation a permis au final d'étendre les systèmes techniques à l'échelle de la planète, à renforcer le contrôle centralisé et surtout à renforcer ce que Günther Anders appelle le décalage prométhéen. C'est-à-dire entre ce que nous faisons directement, ce sur quoi on peut avoir prise, et ce que nous pouvons nous représenter. Et ce à quoi nous participons. Je l'ai très mal dit, désolé. Donc, décalage entre ce que nous faisons directement et que nous pouvons nous représenter, d'une part, et d'autre part, ce à quoi on participe, ce dont on se rend solidaire et forcément complice, ne serait-ce que pour notre propre survie. Et ce décalage accroît la dépossession générale, la destruction des milieux de vie, l'incontrôle généralisé. La question de l'autonomie est bien la pierre d'achoppement de tous les mouvements sociaux et des mouvements écologistes depuis 50 ans. Et ce détour est intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, on a les mêmes sujets d'interrogation sur l'IA. Tout simplement, l'IA va faire la même chose que l'automatisation au XXe siècle, mais va le pousser plus loin. Donc la question, en fait, n'est pas est-ce que l'IA est pratique pour moi pour tel ou tel usage, mais quel est le monde qui va avec l'IA? Quelle tendance générale l'IA approfondit-elle? Quelles sont les formes de vie sociale qu'elle présuppose pour exister et qui en découlent, qu'elle renforce? L'IA est en train d'accroître la perte de contact direct entre l'individu et le monde, en train d'affaiblir la maîtrise pratique et intellectuelle de chacun de nous, qui vient forcément de l'expérimentation directe à travers notre propre corps, des possibilités du réel. L'IA renforce le décalage prométhéen, renforce notre vulnérabilité à la propagande spectaculaire. Et ça, j'ai envie de dire, l'IA, quelles que soient ses modalités d'application. Donc, et ça sera vraiment ma conclusion, il faut voir la continuité des choses entre l'IA et le monde dont elle est le produit et qu'elle renforce. C'est pourquoi la critique du technofascisme, je suis d'accord, les figures terrifiantes que l'on voit surgir du chaudron de sorcières de la Silicon Valley, les Elon Musk, les Peter Thiel, le Marc Andreessen, etc. Oui, mais cette critique-là n'a de sens que si on comprend véritablement d'où il vient, ce technofascisme. Il est qu'en fait comme un poisson dans l'eau au sein des sociétés industrielles avancées, quelle que soit leur modalité. Je vous remercie. Merci. Donc, ça fait 20 minutes, donc tu as pris le temps complet, mais ça tombe bien parce que là, il nous reste une dizaine de minutes d'échange et de discussion, de questions plus générales, donc qui peuvent porter évidemment sur la dernière intervention, mais plus généralement sur tous les enjeux qui ont été abordés de manière plus globale. Donc, la salle.
Donc, merci. C'était vraiment très intéressant. Je voudrais poser une question un peu qui finalement va peut-être un peu dans le sens d'un commentaire que vous avez fait. C'est est-ce que finalement c'est si grave que ça de remplacer des tas de gens éduqués qui ne font rien d'autre qu'un travail finalement qu'une IA peut faire? Est-ce que c'est si grave finalement? Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes responsables de notre remplacement lorsqu'on accepte de faire un mauvais travail de journaliste, un mauvais travail de scientifique, etc., etc. Voilà. C'est pas nécessairement ce avec quoi je suis d'accord, mais enfin, ça me pose une question. Je sais pas, qui veut répondre? J'ai une réponse sur les développeurs aujourd'hui. Parce que les IA elles sont super bonnes pour l'assistant de code et donc en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on ne demande plus forcément aux gens de coder hein, mais de vérifier ce que fait les IA et ce que font les IA pardon et donc le métier il change, c'est un peu tout ce que ça a été dit en fait, le métier il change mais du coup ça fait une surcharge de travail enfin une surcharge cognitive en tout cas aux personnes qui ont beaucoup plus de projets en fait à surveiller. Ça va très vite en fait. Ils ont plein de codes de fait, ils doivent vérifier et puis comme ça va vite, ils passent au suivant et donc ça entraîne de la fatigue en fin de journée, un sentiment plutôt négatif en fait, hein, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir fait forcément eux-mêmes, donc ils ne sont pas forcément contents à la fin de la journée. Donc, je ne sais pas si c'est grave, pas grave, je ne sais pas comment répondre à la question qui a été posée. En tout cas, ça change du travail et en fait, ça amène vraiment une fatigue supplémentaire et qui devrait peut-être être liée à une baisse du temps de travail, j'en sais rien, à autre chose, mais si on gardait ça sur les développeurs. Sur le remplacement des métiers dégradés, peut-être, donc l'accélération de la dégradation. Ou aller plus loin? Moi, je vais te poser une question, mais peut-être. Du coup, je vais poser une petite question à Julien parce que c'est vrai que les débats, il est intéressant et j'ai beaucoup apprécié sa présentation. Donc, je vais vous parler de Trotsky. Non, c'est une blague. En fait, ce que je voulais poser comme interrogation, c'est le rapport entre discours et matérialité. Parce que dans la présentation de Julien, il a très bien montré comment tous ces discours utopiques, philosophiques, parfois délirants, accompagnent les développements technologiques depuis toujours. Et que finalement, les discours actuels s'inscrivent, notamment des acteurs de la Silicon Valley, s'inscrivent là-dedans. Et donc, il y a une continuité qui est très forte. Et ça, je suis d'accord. Par contre, je pense qu'il y a quand même un aspect qui est important, c'est la matérialité. C'est-à-dire que les discours ne font pas le monde. C'est la matérialité qui fait le monde. Et la matérialité est liée au contexte politique. Et c'est le contexte politique et la matérialité qui vont faire qu'un personnage qui peut avoir un tel discours à un moment donné va produire telle ou telle chose. Je prends un exemple concret. Tu as cité Andreessen. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Andreessen, ce n'est pas n'importe qui aujourd'hui. C'est un des plus grands gestionnaires de fonds de la Silicon Valley. Il gère plusieurs milliards d'investissements. Et c'est effectivement un geek des années 90 qui a inventé le premier navigateur web. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Marc Andreessen, quand il était étudiant, il a inventé un navigateur qui s'appelle Mosaic, qui est un peu à l'origine de tous les navigateurs aujourd'hui. Quand il a inventé Mosaic, c'était en 1993, l'Internet, c'était un service public. C'est pour ça que j'étais un peu sceptique sur la lignée que tu as tracée entre l'Internet et l'IAG. L'Internet, pendant 40 ans, était un service public financé par l'argent public, militaire au départ, pas du tout militaire après. Et donc, c'était fait par des fonctionnaires et c'était un outil où il était interdit de faire du business. Donc, au début des années 90, vous avez un Internet très vivant. Il y avait interdiction de faire du business. Donc, M. Andreessen, quand il a produit son navigateur, il a été obligé de le publier sous forme de logiciel libre. C'était un bien commun qui était utilisé par tout le monde gratuitement, où il n'y avait pas de modèle économique, il n'y avait pas de publicité, il n'y avait rien du tout. En 1995, Bill Clinton, président des États-Unis, a appliqué des politiques de régulation néolibérale et il a privatisé Internet. Et du jour au lendemain, M. Andreessen est passé des jeunes étudiants qui produisent du logiciel libre à un entrepreneur, start-upper avec Netscape. Donc, il a transformé le même outil en start-up. Il est allé chercher des investisseurs et à partir de là, il a créé sa fortune. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le contexte politique et matériel qui fait
que les discours prennent un sens ou un autre. Donc, je suis un petit peu sceptique sur le fait de donner trop d'importance au discours. Je ne dis pas que c'est important, que ce n'est pas important, mais parfois, il y a un risque de tomber sur une surinterprétation. Et aujourd'hui, par exemple, on est abreuvé par les références soi-disant pseudo-philosophiques de tous ces gens-là, le transhumanisme, le long-termisme, etc. Je pense qu'il y a quand même des choses beaucoup plus terre-à-terre, comme leurs intérêts de classe, qui peuvent expliquer leurs pratiques plutôt que leur supposée idéologie. Oui, en faisant court. Non, mais tu n'as pas tout à fait tort. Hein. Moi, je suis d'accord avec plein de choses. Non, il y a plein de choses. Tout ce que tu dis sur la marchandisation, c'est très vrai, mais il n'empêche que, imaginons que Marc Andreessen soit resté ce geek sympathique. Est-ce qu'il ne voulait pas faire réfléchir le sable à l'époque déjà? En fait, il y a quand même un point commun. Est-ce que les scientifiques, les innovateurs, ils n'avaient pas d'intérêt de classe avant les années 90? C'est vraiment, ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 90 qui a transformé ce monde dominé par le service public. Enfin, moi, ce n'est pas du tout les bonnes catégories. Par ailleurs, l'idée que ce soit l'État qui finance, c'est l'État qui a financé le projet Manhattan, me semble-t-il. Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est un service public? Voilà, est-ce que la bombe atomique est un service public? Voilà, ça peut se discuter aussi. Non, moi, je pense qu'il y a quand même un fond commun qui est l'ambition d'un triomphe total de l'esprit sur la matière. Voilà, ça, c'est quelque chose qui parcourt, qui a une origine religieuse et mystique, et qui pour l'ensemble des innovateurs qui ont pu innover. Parce que je rappelle quand même que dans les années 70, par exemple en France, il y a plein de gens très intelligents, des scientifiques ou des gens qui étaient scientifiques et qui ont décidé de ne plus l'être, des techniciens qui se sont lancés dans les low-tech, qui n'ont pas du tout voulu ni du nucléaire, ni de l'informatique, ou un tout petit peu d'informatique en se disant bon, ça on pourra bricoler, etc., mais qui n'étaient pas du tout partisans des autoroutes de l'information et compagnie. Donc je crois que là, pour le coup, c'est un peu simpliste aussi. Il faut s'intéresser aux conditions socio-économiques de l'innovation. Et depuis la fin du 19e, eh bien, les gens ordinaires sont dépossédés de leur capacité d'innovation. Bon, éventuellement du bricolage à la marge. J'ai perdu un micro. Bonjour. J'avais une question pour poursuivre votre discussion sur le rapport entre matérialité et discours ou promesses eschatologiques. Et c'est peut-être la question que vous avez un peu abordée, mais pas tant que ça, la question financière. C'est-à-dire que les entreprises de l'IA lèvent en ce moment des fonds qui sont sans proportion avec leur rentabilité normale estimée. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise est incapable de lever des fonds aussi gigantesques par rapport à leur rendement effectif. Et est-ce que ce n'est pas ce discours d'une promesse eschatologique ou fasciste qui, avant même d'être un projet politique, un projet commercial, c'est-à-dire on peut ramasser de l'argent si on fait une promesse d'aller sur Mars et de construire une IA satellitaire, et ça permet par cette promesse et par ce fantasme, de faire venir des capitaux qui, normalement, dans un raisonnement plus rationnel, diraient la rentabilité, qui est censée être relativement rapide dans un cycle capitaliste, n'est pas là. Et est-ce que, pour terminer ma question, il n'y a pas peut-être peut-être pas une fin de l'IA, mais un jus de paix dans les années qui viennent qui sera peut-être une crise financière comme il y a eu pour les subprimes. Et il y aura les subprimes de l'IA où les grandes entreprises auront vendu tellement de promesses qu'un jour, elles ne pourront pas permettre les retours sur investissement attendus. Non, moi je suis complètement d'accord, oui. Mais le problème, c'est que si des institutions et des groupes sociaux ont les moyens de différer éternellement cette crise, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, là, ça fait depuis 50 ans à peu près qu'on est normalement dans la crise finale du capitalisme. Et parce que c'est que de la création monétaire ex nihilo fondée sur la promesse de la promesse de la promesse que dans je ne sais pas combien de dizaines d'années, on aura une croissance et de la rentabilité. Mais c'est que de la promesse, en fait. Si on est justement dans une configuration socio-technique telle que, avec ces mirages, eh ben, on peut faire tenir le monde.
On abreuve tout le monde en permanence d'idées, de spectacles, de je sais pas quoi. Et ça fait tenir, on est vraiment dans une société spectaculaire, et y compris sur le plan financier. Je suis aussi évidemment d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a une dimension bulle spéculative qui est très importante dans l'IA et dans l'IAG en particulier. En revanche, je suis d'accord avec toi sur le fait que effectivement les crises d'accumulation du capitalisme se résout à chaque fois par un bond en avant, une fuite en avant, et c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on arrête. Après, si on prend l'exemple, il y a des crises comme ça de spéculation, enfin des bulles spéculatives, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de technologie. On peut commencer par les rails ou même l'imprimerie, ça a été une bulle de spéculation à un moment donné. On peut parler de la bulle de l'Internet des années 2000 pour les plus anciens, ils doivent se rappeler. Si on regarde la bulle de l'Internet, par contre, on peut quand même tirer une petite conclusion, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les années 90, il y a eu une spéculation énorme sur les startups du web. Il y a eu donc une crise financière qui a découlé. Beaucoup de ces entreprises ont fermé, le secteur a été ravagé, mais il y a eu deux phénomènes à ce moment-là. Le premier phénomène, c'est Greenspan qui a abaissé les taux de crédit de manière radicale, et donc on a relancé la machine. Et ça a créé la crise de subprime. Donc, ça montre que finalement, chaque crise va alimenter la prochaine, et on fait ce bond en avant. Mais la deuxième chose qui est importante à mon sens, c'est qu'il y a quand même des survivants de cette crise. Et donc, ces survivants, c'est qui? C'est Google, c'est Facebook, c'est Amazon. Donc, c'est les acteurs qui dominent, c'est le monopole qui domine le numérique aujourd'hui. Donc, il se peut qu'il y a un éclatement de la bulle de l'IAG, et c'est tout à fait probable, mais il se peut qu'il y a aussi des gagnants de cette crise, et ces gagnants constitueront le monopole de demain ou la transformation du monopole de demain. Donc, on ne va pas s'en débarrasser. Il ne faut pas espérer qu'avec une crise financière, on va s'en débarrasser, d'autant plus que la crise financière risque d'avoir des effets économiques assez dévastateurs pour nous tous, et donc, voilà, ce n'est pas une solution forcément. Merci. Oui, et après, on termine. Je voulais juste quand même dire un truc c'est de la spéculation, mais c'est réel concrètement sur ce qui est en train de se passer sur la construction. Je reviens sur la matérialité concrète dans le monde. C'est concret sur les centres de données qui se construisent. C'est concret aussi. Là, ce que lève SpaceX comme fonds, c'est pour construire, faire des grosses usines qui vont construire les semi-conducteurs à peu près tout sur place pour envoyer des centres de données dans l'espace, etc. Donc, la fin de vie, on oublie, plein de choses. Donc, il y a quand même du concret aussi. Donc, au-delà des bulles financières, etc., qu'est-ce qui va se passer sur l'épuisement des ressources? Qu'est-ce qui va se passer sur les impacts environnementaux, sur tout ce qui se passe? Ça, c'est pas spéculatif, quoi, pour le coup. Merci. Donc, Laure avait prévenu que ce serait frustrant. Donc, quand on le dit, c'est bon. Et donc, il faut laisser la place aux autres sessions qui seront également très intéressantes. Donc, merci à toutes et tous.